a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Diva IB TV, la communauté européenne ainsi que le monde entier, bonjour. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où nous vous présentons cette émission Ishikar présentée par moi, celui qu'on appelle Steve Kambanga. Un thème à analyser aujourd'hui, c'est les défis de la réinsertion des enfants de la rue à Kinshasa, où nous sommes. Donc sur ces une expert en la matière est invitée sur ce plateau, c'est Madame Philomène. Elle est membre des organismes internationaux ainsi que nationaux ici dans notre pays. Et elle est parmi les gens qui soutiennent les enfants de la rue. Avec elle, on va essayer de parler de ces thèmes. Avant tout, je commence par lui saluer. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Steve. Vous allez bien? Oui, ça va. Vraiment, madame, vous pouvez vous expliquer en amont, vous occupez quelle fonction en République démocratique du Congo et surtout dans la matière des enfants? Je suis présidente d'une ONG dénommée Femmes debout et rayonnent dans ton pays. Une ONG qui est là pour lutter pour le droit de l'enfant et de la femme et contre l'exploitation de la femme et de l'enfant sous toutes ses formes. Est-ce qu'à Kinshasa, la tâche vous est facile quand vous dirigez de telles histoires? La tâche n'est pas facile. Hein. Kinshasa est grand et les enfants sont nombreux sur la rue et les moyens pour les encadrer sont moindres. Alors nous faisons tout pour que ces enfants qui constituent l'avenir du Congo de demain puissent trouver leur part dans cette République démocratique du Congo. Madame, rentrons un peu dans le sujet. Aujourd'hui, nous parlons des enfants de la rue. C'est pratiquement un phénomène très connu en République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui est à la base des enfants de la rue? Plusieurs raisons font que les enfants se retrouvent sur la rue. C'est d'abord la séparation des parents, les différentes guerres qu'a connues notre pays, les déplacements internes et la séparation des parents, les enfants orphelins et des fois les enfants dits sorciers. Il y a plusieurs raisons qui font que ces enfants se retrouvent sur la rue. Mais apparemment, ici, l'État congolais ne reconnaît pas la sorcellerie, tellement c'est spirituel. Mais sur quelque chose d'étonnant, nous retrouvons des enfants sur la rue qui se disent être chassés dans leur famille parce qu'ils sont sorciers. Donc ce n'est pas une contradiction avec l'État. C'est comme si les Congolais ne respectent pas les droits congolais. Ce n'est pas une contradiction, mais c'est la réalité vécue sur terrain. Vous savez, l'État ne reconnaît pas la sorcellerie comme une infraction. Et l'État ne reconnaît même pas l'existence de la sorcellerie. Bon, la sorcellerie, on peut parler d'un phénomène psychologique, d'un phénomène spirituel. Alors, vous voyez, l'État, c'est la loi, et le spirituel, c'est le spirituel. Il n'y a pas de loi dans ce qui est spirituel. Alors, et vous savez qu'il y a plusieurs églises. C'est un pays laïque, mais à forte majorité chrétienne. Alors, vous voyez, tous ceux qui sont dans les églises dites de réveil ont leur phénomène sorcier, phénomène envoûtement, prophétie, ceci. Et ça, si l'enfant ne se retrouve pas dans la maison familiale, dans la maison de son père et de sa mère, l'enfant est souvent sujet à ces phénomènes-là, à ces qualificatifs. C'est un peu ça. C'est pourquoi le phénomène enfant sorcier a pris de l'ampleur. C'est à cause de ces églises dites de réveil et des autres personnes qui ne veulent pas recevoir des enfants d'autrui chez eux. Mais on dit que les Congolais est un peuple accueillant, nous accueillons tout le monde, nous sommes tellement sociaux et même les étrangers arrivent en République démocratique du Congo librement, ils circulent. Mais curieusement, dans nos familles, quand tu vis avec un neveu, quand tu vis avec un cousin,
la bonne foi te manque et il devient directement sorcier. Vous savez, Kinshasa, c'est une ville cosmopolite où nous nous retrouvons avec plusieurs cultures, plusieurs ethnies et des gens viennent des origines différentes. À l'intérieur du pays, dans nos provinces, ce phénomène est un peu amoindri parce que nous vivons dans la famille élargie. Mais à Kinshasa, avec le développement, avec l'importation de la culture extérieure où on ne vit plus la famille élargie, c'est plus la famille restreinte. Vous voyez qu'il est difficile d'accepter un enfant qui vient de l'extérieur. Et surtout avec l'influence du milieu. Tout le monde veut vivre en parents, papa, maman, enfant. Et quand il y a un cousin, et puis le mot cousin, le mot cousine, c'est un mot importé. En Afrique en général, nous vivons entre frères et sœurs. Et à l'intérieur du pays, nous continuons à vivre entre frères et sœurs. Mais quand on arrive à Kinshasa, on vous présente cousin, cousine. Et ça crée déjà une division, une cassure et une différence. On sait quand on appelle cousin, il n'est pas de la famille, il vient de l'extérieur. Et quand il faut taxer ces cousins-là de sorciers, de voleurs et de tout, c'est facile. C'est un peu ça le phénomène. Alors nous faisons un effort pour amener l'un et l'autre à comprendre que nous partageons le même sang, que ce soit l'enfant pas de la rue, mais l'enfant qui n'est pas de la famille. Au lieu de chasser cet enfant parce qu'il n'est pas de la famille, cet enfant demain deviendra une grande personne et cette personne-là, demain vous allez l'appeler cousin et si là il réussit dans la vie, là tout le monde va retourner, va l'appeler frère. Et nous sommes en train de lutter un peu contre ce phénomène pour faire réaccepter le terme frère, le terme sœur, pour ne pas voir la plupart d'enfants sur la rue. Mais nous remarquons aussi qu'il y a des enfants eux-mêmes qui se divisent avec la famille et ils se disent être responsables pendant qu'ils sont encore mineurs et ils se retrouvent carrément sur la rue et devenir enfants de la rue. Non, vous savez, c'est pourquoi je parlais des différentes cultures. Si nous allons vers l'est de la République démocratique du Congo, nous vivons dans la famille jusqu'à tel âge, à un certain âge, l'enfant est enfant sous responsabilité des parents. Donc le parent le prend en charge en tout. Mais quand on vient plus vers l'ouest de la République démocratique du Congo, vous voyez que l'enfant, déjà à 6-7 ans, l'enfant commence à vendre, donc l'enfant commence à être responsabilisé. Ouais, c'est ce qui crée qu'à un certain moment, cet enfant qui reste chez un membre de la famille, qui sent la charge pour cet enfant, va chercher à ce que cet enfant produise quelque chose dans la famille. Et si cet enfant ne produit pas, il devient une charge et il n'est bon à rien pour la famille. Mieux vaut qu'il aille chercher. Et quand il va chercher, il se retrouve avec des enfants qui ne sont pas dans la famille. Et il va se familiariser avec ses enfants. Et quand il se rend compte que la rue est plus libre que la famille, il préfère rester à la rue. Ouais, c'est un peu ce manque d'encadrement et ce manque d'acceptation dans des familles qui font que cet enfant se retrouve dans un milieu qu'il trouve propice, qu'il accueille sans trop de difficultés. L'enfant se conforte à cette nouvelle vie qu'il retrouve dans la rue et l'enfant devient l'enfant de la rue. Oui, merci Madame Philomène. Donc nous comprenons aussi que l'influence vraiment de la rue est tellement vivante, trop vivifiante par rapport aux enfants parce que les enfants ne font rien parce que quand ils voient que les amis sont libres, les amis peuvent venir à 22h, 23h, personne ne les contrôle et lui à 18h30, il doit déjà se retrouver à la maison. Ceci aussi est un problème. Madame, avançons un peu. Maintenant, l'association FDRP, je crois, Femmes debout rien dans ton pays, quel est l'objectif de cette action? Parce que vous aviez déjà dit c'est pour aider les veuves, les femmes abandonnées, les enfants. Maintenant, ici au pays, est-ce qu'il y a déjà des actions menées pour le compte des enfants? Oui. Je pense que vous avez déjà assisté à quelques de nos activités que nous menons chaque fois pour lutter surtout contre les pires formes de travail des enfants. Comme on l'a dit, un enfant qui ne se retrouve pas chez lui,
même certains enfants qui sont chez les parents. Mais les parents trouvent que cet enfant, c'est une main-d'œuvre qui peut leur rapporter quelque chose. Les parents envoient ces enfants. Nous sommes dans les périphéries de Kinshasa, un peu plus vers l'ouest de Kinshasa. Il y a les carrières. Et ces enfants se retrouvent dans les carrières en train de travailler, de casser les pierres. Et c'est une main-d'œuvre pour le parent qui vient aussi dans la carrière pour casser les pierres. Et cet enfant n'étudie pas. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons organisé des structures pour recueillir d'abord ces enfants, pour leur parler, les sensibiliser, leur faire voir les dangers qu'ils courent en restant dans ces carrières et ce qui peut leur arriver s'ils ne prenaient pas garde pour quitter ce milieu et rentrer dans le milieu normal de tout enfant et surtout à l'école. Parce qu'on ne dit pas que tout le monde doit étudier et faire des grandes études universitaires, non, que ces enfants arrivent à lire, à écrire et à chercher un métier. On les envoie vers les études de métier, la menuiserie pour les garçons, la coupe et couture, l'esthétique pour les filles. Bon, c'est pas facile, mais avec les moyens de bord, avec la volonté que nous avons, l'objectif poursuivi, c'est que ces enfants et qui se complaisent dans la société avec la vie d'enfant. Oui, au lieu d'être là où il y a les adultes, parce que vous voyez les milieux miniers, il y a plus de gens qui vous prennent du chanvre, qui vous prennent de whisky, et tout ça déroute un peu ces enfants. Ouais. Maintenant, madame, est-ce que l'ONG, depuis qu'elle est là, ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 14 ans. 14 ans. Ouais. Vous avez l'appui du gouvernement quand même? Bon, le gouvernement, nous sommes en collaboration parce que nous ne payons pas de taxes. Okay. C'est une faveur la faveur que le gouvernement nous donne. Et le gouvernement intervient quand nous voulons organiser nos activités. Nous pouvons demander un endroit, un espace où c'est payant, mais le gouvernement, en tant qu'ONG, nous donne ça gratuitement, un peu dans ce sens. Mais sur le plan financier, là, nous n'avons pas l'appui du gouvernement. C'est déjà une aide qui prouve que le travail peut évoluer déjà dans ces cadres. Ça, nous remercions les gouvernements congolais, donc c'est déjà bien. Madame, maintenant, est-ce que les organismes internationaux vous portent quand même l'appui? En tout cas, difficilement. Difficilement, pour être sincère, difficilement, au moins à part personne interposée. C'est pour vous dire aussi, c'est l'appui que le gouvernement nous donne. Comme le gouvernement sait que nous travaillons avec les enfants, et le gouvernement a certains services qui travaillent avec les ONG internationaux, et s'il y a une activité que le gouvernement organise avec l'ONG internationale, là nous sommes sollicités et nous participons à ces activités-là, mais directement non. Vraiment, madame, si on comprend bien, les enfants doivent être vraiment réinsérés dans la société. Maintenant, la société congolaise aussi, des fois, garde un mauvais souvenir des enfants. Quand c'était un enfant de la rue et il est revenu, quoi qu'il soit, on dit souvent, ah, c'est un petit sorcier. Dès l'enfance, il était sorcier. Est-ce que vous avez quand même une facilité de convaincre ces enfants aussi de rentrer dans leur famille ou dans la société pour être aujourd'hui des hommes? C'est pas facile, mais avec les méthodes que nous utilisons d'accompagnement, d'encadrement, de sensibilisation, petit à petit, les enfants comprennent, acceptent, parce qu'on leur dit la rue n'éduque pas et la rue n'a pas d'âme. Quand vous vous retrouvez devant des gens qui sont plus forts que vous, ils risquent de vous torturer, vous tabasser et vous risquez de vous retrouver encore plus malheureux que maintenant. Alors, il y a ces enfants-là qui acceptent. La difficulté, c'est qu'il y a de ces enfants qui n'ont personne. Voilà. Vous savez, il y a de ces enfants qui ont perdu papa, maman, qui n'ont plus de traces des membres de la famille. Alors, avec ces enfants, c'est difficile de les réinsérer. Les réinsérer, c'est à nous-mêmes, nous sommes en train de nous organiser comment trouver un espace. Nous avons déjà des espaces, mais il faut aménager ces espaces. Il faut aménager ces espaces, par exemple, trouver un bâtiment, donc trouver un moyen pour construire.
un bâtiment et les loger momentanément avant de trouver quelque chose à faire pour eux. Donc, les nourrir aussi, tout ça. Donc, pour les loger, vous pouvez les loger, mais il faut les prendre totalement en charge, les nourrir, les vêtir, les soigner. Vous savez, tout ça, c'est coûteux. Alors, il faut bien réfléchir, bien raisonner avant d'y aller, parce que l'État aussi a les lois. Hein. Ouais. Il faut marcher selon les lois que l'État a mis sur pied. Parce que pour avoir une maison de logement pour ses enfants, il faut répondre aux différentes obligations, exigences que l'État donne. Ouais. Ouais. Autorisation de bâtir, tout ça. Pas seulement l'autorisation, on peut avoir l'autorisation de bâtir, mais pour loger, il faut que ces enfants, il faut que l'État soit convaincu que quand vous allez prendre ces enfants-là, ils seront bien logés. Parce que l'État a vécu de fait ici, quelqu'un qui a pris les enfants et après on trouve que ces enfants sont abandonnés avec un très mauvais état de santé et abandonnés à eux-mêmes. Les gens fuient. Après avoir ramassé l'argent qui vient de l'extérieur, on abandonne les enfants et on prend la poudre de scampette. Alors vous savez, nous sommes chez nous, au Congo, et nous voulons que ces enfants, quand nous allons les prendre pour les loger, quelque part, qu'ils soient logés comme tout enfant dans une bonne famille. Mais on vous accuse aussi, vous, le président des ONG, les ASBL. Au départ, vous disiez que c'est l'ASBL, mais après, dès que vous avez de l'argent, vous avez des financements, et puis vous laissez les enfants, comme vous venez de dire tantôt. Mais c'est aussi une réalité que nous avons vécue ici en République démocratique du Congo. Quelqu'un commence bien, vous comprenez qu'il a une bonne vision. Mais après avoir perçu 2 millions de dollars, il part et ces enfants-là restent et il envoie ses enfants au Canada, aux États-Unis, c'est tout. Là, c'est le problème qui se pose avec les organismes internationaux, les bailleurs de fonds qui viennent sans passer par le gouvernement, parce que tout doit passer par le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui peut vous dire travailler avec tel et tel autre. Et quand les organismes arrivent ici, les organismes internationaux arrivent ici, ils préfèrent travailler avec les particuliers. Je suis une ONG, il vient chez moi. Mais chez nous, les ONG louent. Hein? Nous ne sommes pas statiques, nous sommes mobiles. Parce qu'aujourd'hui, je suis ici, quand ça ne va pas avec mon bailleur, je vais déménager. Et si j'ai perçu cet argent avec tel bailleur, et sur telle adresse, et prochainement, vous venez pour contrôler, je ne suis plus à cette adresse-là, et c'est ailleurs. Mais si vous passez par le gouvernement a les adresses de ces ONG et peut savoir, a les adresses physiques de l'ONG et a les adresses physiques du responsable de l'ONG. Même les coordonnées. Et au cas où ce monsieur, on ne sait pas le retrouver à l'endroit où il était avant, on peut le retrouver à travers sa commune, à travers son quartier. Mais quand le bailleur de fonds arrive et travaille directement avec un particulier, vous voyez ce que ça fait. Mais à la fin, ils se plaignent. Et quand ils se plaignent, ils vont se plaindre au gouvernement, alors qu'ils ne sont pas passés par le gouvernement. C'est un peu ça. Nous travaillons avec le gouvernement et nous voulons, pour le bien du pays, que tout se passe à travers le gouvernement. Et le gouvernement peut contrôler. Mais aussi, il se pose un problème. Vous êtes affilié au ministère des Affaires sociales? Oui, nous sommes affiliés. Maintenant, le ministère des Affaires sociales est censé quand même connaître même les ONG qui ne collaborent pas avec le gouvernement, mais ils sont quand même enregistrés. Maintenant, mon problème est celui-ci. Il y a une manque de la politique de la communication. Parce que les organismes internationaux, ils financent. Si, par exemple, cette ONG a déménagé, mais par le biais du ministère, le ministère peut savoir, cette ONG avec cette dénomination, nous pouvons maintenant voir dans nos cahiers et puis on peut quand même savoir que cette ONG s'est déplacée. Donc vous ne voyez pas qu'il y a aussi un manque de la politique de communication? Non, le problème ce n'est pas la politique de communication. Le problème c'est qu'il y a de ces ONG que nous appelons les ONG de mallette. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut être là avec tous les documents. L'administration est dans la mallette. Son administration est dans la mallette et il est seul. Mais quand il vous présente les choses, c'est comme s'il était toute une structure bien organisée. Et quand il va, des gens pareils, ils sont chaque fois sur Internet en cherchant qui donne quoi, qui fait quoi. Et dès qu'il a les soutiens extérieurs, il disparaît dans la nature. Et ce monsieur-là,
quand vous lui avez donné l'argent, vous n'êtes pas passé par le ministère des Affaires sociales ou le gouvernement pour dire que je veux, donnez-moi les garanties sur tel autre ONG que je veux financer. Parce qu'en cas de problème, je sais que c'est le gouvernement qui m'avait envoyé chez ce monsieur-là. Alors à ce moment-là, à qui la faute? Parce que c'est celui qui vient qui doit chercher à savoir qui est qui là où il arrive. C'est un peu ça le problème. La communication est là, parce que si vous avez une ONG locale, vous pouvez aller au niveau de la commune ou au niveau du gouvernorat, vous allez trouver les données sur cette ONG. Si et seulement si elle s'est fait enregistrer. Parce qu'il y a de ces ONG qui ne sont pas enregistrées, mais par la bonne foi, comme on sait que l'étranger, les gens ont pitié de ceux qui font ça, par la bonne foi, on l'aide, on le soutient, mais réellement parlant sur terrain, on ne le connaît même pas. C'est un peu ça le problème. Est-ce que depuis la lutte là, des ONG pour insérer les enfants de la rue dans la société, le taux d'analphabétisme est quand même réduit ou ça continue? Non, ça continue, parce que la réinsertion, tous ceux qui font la réinsertion n'organisent pas une structure éducationnelle pour les enfants. Hein. Il y a de ceux-là, il y a une structure dont j'étais le nom qui organise la réinsertion. Mais c'est une structure ouverte. C'est-à-dire quoi? La journée, les enfants sont laissés sur la rue en train de chercher à manger. Et le soir, les enfants rentrent pour dormir. Mais quand il y a des partenaires qui arrivent, ce jour-là, on sait que le partenaire va arriver tel jour, on garde les enfants dans la structure. Mais tout ça, ce sont de choses que nous décrions, parce que cet enfant, surtout les filles, vous les laissez quémander sur la rue, et le soir, elle va rentrer avec quelque chose, et quand elle va quémander, qui elle trouve sur la rue? Et vous savez que les hommes, quand ils voient cette jeune fille sur la rue, la première chose, c'est la courtiser. Et la courtiser, elle peut se retrouver enceinte. Et quand elle se retrouve enceinte, cette structure-là ne va plus l'accueillir comme fille engrossée, fille mère. On va encore la rejeter. Et quand on la rejette, elle sera sur la route et elle va mettre un enfant sur la route, et nous avons comme ça des générations, 2 ou 3 générations, des enfants qui n'ont jamais connu le toit d'une maison. Vraiment, madame, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, nous sommes arrivés à la fin. Maintenant, quel est le message clé que vous pouvez lancer à tout le monde qui vous suit, la communauté européenne qui nous suit, parce que nous émettons en direct de Paris, dans la ville de Metz-sur-Seine, nous sommes là-bas, en France. Maintenant, on nous suit ici depuis l'Afrique. Quel est le message que vous pouvez lancer à tous ceux qui veulent soutenir, à tous ceux qui veulent réinsérer les enfants de la rue ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa? Oui, le message est le suivant. Nous savons que ceux qui nous voient de l'extérieur ont pitié de ces enfants qu'ils voient sur la rue. Et ces enfants ont droit à la vie comme nous tous. Et nous qui avons opté de réinsérer ces enfants, s'ils ont la possibilité, les moyens et surtout la volonté d'aider, ils doivent passer, comme nous parlons là, ils peuvent vous contacter vous, parce que vous au moins vous êtes l'œil de cette société, l'œil de tous ces gens-là qui nous voient. Ils peuvent passer par vous et nous rencontrer, et nous pouvons leur faire voir ce que nous sommes en train de faire et ce que nous avons déjà fait. Parce que ces enfants sont soignés. Nous avons mis sur pied des centres médicaux pour soigner ces enfants. Des fois, ils sont malades, ils n'ont pas de gens qui peuvent les aider. Et ils peuvent vous contacter. Et vous pouvez nous contacter. Si pas ça, ils peuvent passer par les ministères. Il y a plusieurs ministères, femmes et familles, ministère des affaires sociales et autres qui s'occupent des problèmes des enfants. Et là, on peut nous contacter aussi. Okay. Est-ce qu'il y a un programme le 12 juin déjà? Le 12 juin, il y a une journée pour le 16. Nous faisons ça en une seule journée. La journée pour la lutte contre les pires formes de travail de l'enfant. Et ce que nous avons toujours fait, nous allons organiser des manifestations pour l'enfant africain, la journée internationale de l'enfant africain. Mais nous luttons plus pour le 12 juin, pour les enfants, les pires formes de travail de l'enfant. Parce que cet enfant est exploité à outrance.
Ok. Merci, donc nous vous remercions. C'est madame. à moi de vous remercier et je salue tous ceux qui nous suivent de l'Europe. Merci. Vraiment, merci. Fidèles téléspectateurs, nous vous promettons aussi que nous allons vraiment couvrir cet événement tout intégral. C'est dans le sens de vous donner des informations précises en République démocratique du Congo. C'est un sujet que vous nous avez envoyé et nous l'avions fait avec Madame Philomène. Vous avez quand même compris comment il lutte pour qu'il y ait une réinsertion des enfants de la rue en République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Eshika aujourd'hui. Donc, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien.